en Europe ceux qui sommes le plus attachés au travail, à la valeur travail. En revanche, on est probablement les pires managers d'Europe. Et je crois que la clé, c'est d'arrêter de penser que c'est des politiques publiques et des gens dans des ministères qui ont la solution. Chaque fois, quand il y a une crise, c'est toujours les précaires et les jeunes qui prennent cher, que du coup on monte un jeune une solution. Si vous imaginez la puissance de frappe en Europe, si on avait un réseau de millions d'entreprises prêtes à se mobiliser sur les causes qui sont clés et qui sont soutenues dessus. Notre raison d'être, elle est simple, c'est ensemble, rendons possible la réussite de tous. C'est de redonner le pouvoir à ceux qui font. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent qu'il n'y a plus de fierté en France dans le travail ? Que c'est du bullshit. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail, le nouveau visage du service public de l'emploi. Haut commissaire à l'inclusion, marathonien dans tous les sens du terme, Thibaut a passé 20 ans à se battre pour un modèle plus humain, plus efficace, plus collectif. Issu du monde associatif, il a dirigé Ateliers sans frontières, conseillé les ministres, piloté les grandes réformes et aujourd'hui, il transforme la manière dont on accompagne les 6 millions de demandeurs d'emploi et les entreprises. Objectif, plus d'action, moins de paperasse. Alors prêt ? C'est parti. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Pas de problème. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans ton bureau. Pour la petite anecdote, donc on est au siège de France Travail et j'ai appris que tu avais fait découper le bureau de ton prédécesseur en 4, c'est ça ? Oui, bah, le bureau était un peu grand et puis de toute façon, dans ma façon de travailler, c'est un endroit où je fais surtout des réunions de travail, donc voilà, c'est devenu plutôt une salle de réunion. On va rentrer dans ta façon de travailler un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous partager ton état civil, s'il te plaît ? Bah, Thibaut Guilhuy, je suis né le 30 décembre 1976 à Lille, mais je suis vraiment originaire d'Étaples-sur-Mer, sur la côte d'Opale, son port, ses musées, Napoléon y est passé, pourquoi pas vous ? Petit moment touriste, on ira. Quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Alors, des souvenirs d'enfance lointains, j'en ai évidemment beaucoup. Un qui m'a quand même beaucoup marqué, en fait, c'est la lecture de mon premier livre qui n'était pas une bibliothèque rose ouverte. C'était La Cité de la Joie de Dominique Lapierre, que j'ai lu très tôt, très jeune, voilà, en chinant dans le grenier. Et donc, enfin voilà, c'est l'histoire d'un prêtre et puis d'une femme qui s'installe dans un bidonville à Calcutta et qui s'occupe d'essayer d'améliorer la vie de la communauté. Ça m'a beaucoup marqué et depuis lors, mon idée c'était dès que je termine les études de pouvoir aller m'engager à Calcutta et le hasard a fait que j'ai pu effectivement m'engager à Chalayan dans une association d'enfants des rues, être à Pilcana parce que Pilcana c'est la cité de la joie, c'est le bidonville là-bas, y vivre, y travailler, et ça a été aussi peut-être le début de ma vie d'engagement. Waouh. T'as quel âge quand tu as lu ce livre ? Je sais pas, mais je crois que j'avais 8-9 ans, quoi, quelque chose comme ça. Tu as grandi à Lille ? Non, j'ai grandi à Étaples-sur-Mer. À Étaples-sur-Mer, d'accord. Ouais. Et comment était ton enfance plutôt Ouais, bon, moi, une enfance plutôt tranquille. Je suis plutôt le fils de bourgeois puisque en fait mon père est médecin de campagne, mon grand-père était médecin de campagne, mon arrière-grand-père était médecin de campagne, donc
plutôt le fils de bourgeois dans une ville très populaire, très marquée d'abord. C'est d'abord une ville de pêcheurs, donc c'est des gens qui sont durs au mal, comme on dit, d'ouvriers avec l'usine Valeo, et puis aussi les difficultés très populaires avec beaucoup de difficultés sociales. Et donc ça me confronte très vite à la réalité de nos sociétés où il y a on part pas sur la même ligne de départ. Et les talents sont souvent très bien distribués au départ, mais la dimension sociale fait qu'ils peuvent se révéler plus ou moins facilement. Ouais, t'en as fait ta mission. Et tu t'étais pas destiné à être médecin de campagne? Bah, l'avantage, c'est que j'ai 2 autres frères et une sœur, et donc j'avais encore le choix de ne pas faire ce pourquoi j'étais destiné. Donc c'est mon petit frère qui est devenu médecin, mais qui est très heureux comme ça. Et d'une certaine manière, le fait d'abord de devenir éducateur et puis de m'engager dans l'entrepreneuriat social, c'est une autre façon de prendre soin des autres. Alors attends, on va y venir, mais donc tu grandis dans cette région, collège, lycée. Tu savais l'orientation que tu voulais donner à ta vie. Quel est le parcours que tu as suivi justement dans tes études? Alors, j'ai des intuitions, j'ai des envies, et c'est vrai que globalement, de vivre une vie au service des autres, ça, c'est quelque chose qui m'anime. Je trouve aussi beaucoup d'inspiration autour de moi, au-delà évidemment de la lecture de ce livre-là. Donc ça, je pense que c'est le fil rouge très, très tôt. Après, comment? En fait, là, je me laisse un peu guider par les études. Dans le Pas-de-Calais, là où j'habitais, il y avait pas trop de possibilités de faire de lycée, donc il fallait tout de suite aller en pension. Je fais une prépa HEC, mais plutôt par hasard. J'arrive à l'ESCP, qui est Subdeco, à Paris, tout autant par hasard, hein, parce que tout ça, c'est des concours. On a tendance à mystifier un petit peu ça pour faire passer les gens pour plus intelligents qu'ils ne sont. Ça a l'avantage de m'apprendre quand même pas mal de choses, et notamment sur l'entreprise, sur le développement des entreprises. Et comme je monte énormément de projets associatifs, hein, vous savez, projets associatifs vraiment très 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 jeunes, j'en ai monté beaucoup. Et donc mon projet en sortant de l'ESCP, et finalement, il varie parce que, au départ, chaque année, je passe mon temps à Chalayan à monter des projets, donc à Calcutta. Et le reste de l'année, je fais du bénévolat à Emmaüs, je m'engage, aux enfants orphelins apprentis d'Auteuil, là, plutôt pour, faire du soutien scolaire. Je monte une association d'aide à l'humanitaire avec mes copains pour lever des fonds et financer tout un tas de projets pour des jeunes, qui partent un petit peu partout dans le monde. Et donc, je commence à m'investir dans une première association d'insertion par équité économique. J'ai tendance à m'économiser sur les cours de l'école de commerce et passer plus de temps sur ces projets-là. Et chemin faisant, en fait, dans la dernière année, au moment du choix, je pensais aller m'installer vraiment à Calcutta, y faire en tout cas une première partie de ma vie. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que d'œuvrer au service des autres, parce que ça interroge quand même, voilà, c'est son Ton fort fonctionnement, intérieur. son rapport à l'altérité. Et c'est déjà pas facile dans une culture qu'on connaît. Alors dans une culture aussi spéciale que l'Inde, j'étais plus gêné. Et puis il se trouve que je tombe sur des collègues, et en dernière année, je commence à monter Sport sans frontières, donc une ONG qui avait comme vocation à la fois de développer l'accès à la pratique sportive comme outil d'éducation un peu partout dans le monde, hein. On a monté des projets partout en Afrique, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Afghanistan, au Kosovo. Et moi, j'utilisais en fait finalement cette mission humanitaire pour proposer notamment à des jeunes au départ, mais après aussi à des sortants de prison, à des sans-abri, enfin à des personnes un peu en difficulté, finalement de partir avec moi sur des aventures humanitaires, et finalement de leur donner le moyen de reprendre confiance en elles, de se révéler à elles-mêmes et puis de développer des compétences par quelque chose de
positif. Parce que souvent, en fait, quand on est en difficulté, la société vous regarde que par les difficultés, là où, en fait, vous avez des ressorts, vous avez aussi des capacités. Et finalement, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller être un peu un révélateur et un catalyseur de confiance pour des gens un peu cabossés par la vie. Donc tu fais abstraction de là d'où ils viennent, tu leur proposes une page blanche, tu leur donnes une direction, tu les engages dans un projet commun, Ouais. tu leur donnes confiance au fur et à mesure qu'ils avancent avec toi. C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer? Est-ce que c'est des difficultés qui sont liées à la société au sens large? Est-ce que c'est des difficultés ou des biais qu'ils pouvaient eux-mêmes avoir? De tout? Un petit panaché? Non, j'ai pas le sentiment d'avoir rencontré énormément de difficultés. Après, d'ailleurs, c'est des difficultés propres à n'importe quel projet entrepreneurial. Voilà, faut des projets solides, faut trouver des partenaires, faut trouver des financements, faut savoir bien choisir ses équipes. Bon, moi, à l'époque, mes premières entreprises, j'ai 21-22 ans. Donc, faut savoir s'entourer. Donc, du coup, je m'entoure vraiment de gens qui ont de la bouteille, hein, des personnes qui ont 50, 60, 70 ans, mais avec des super pédigrés, que ce soit dans l'entreprise ou dans le social. Donc ça, c'est hyper précieux. Après, il y a assumer en fait ses choix. Donc, que ce soit dans la relation à l'autre, hein, quand vous devez recruter des personnes qui pourraient être votre père, ou quand vous accompagnez ou vous embarquez dans une équipe des types qui parfois ont fait 25-30 ans de prison. Bon, bah faut pas. Voilà, si vous êtes dans le jugement, dans la peur, dans l'inquiétude, ou etc., il y a rien qui va se passer. Donc c'est sûr que c'est en tout cas une période de relations humaines et d'introspection personnelle qui est très très forte. Mais bon, en fait, à la fin, je peux vous dire que quels que soient les projets, c'est ce que j'en retiens, c'est que on n'est jamais au bout de son histoire. À part quand les autres ont décidé que ce soit la fin, ou que soi-même on a décidé que ce soit la fin. Mais dès qu'il y a une volonté, c'est incroyable comment on peut se remettre sur pied et puis repartir de l'avant. Ça me parle énormément ce que tu dis. J'ai lancé, moi, le premier club Rotaract de Chine, donc c'est pour le Rotary moins de 30 ans. J'ai lancé la première banque alimentaire, j'ai fait un projet en Corée du Nord, et à chaque fois, les difficultés, c'était soit des freins que je pouvais me mettre moi-même, que j'arrivais toujours à outrepasser parce qu'il y avait des personnes qui encourageaient, mais il y avait toujours, quand on prend des initiatives qui vont pour l'autre, face à l'autre, il y a toujours beaucoup d'énergie et de l'énergie positive aussi, donc c'est très très enrichissant. Donc tu termines tes études malgré tout, même si tu as séché quelques cours? Je termine mes études, je bénéficie du plan emploi jeune de l'époque. Et donc, avec 2 autres copains de l'ESCP, on crée vraiment Sport sans frontières, avec 3 emplois jeunes et une subvention de 86 250 francs de la délégation interministérielle à la ville. Et là, on fait plusieurs choses. Mais en fait, ce que je faisais, c'était je montais des chantiers humanitaires. Donc, je disais aux équipes, voilà, dans 3-4 mois, on part construire un gymnase, un terrain de sport pendant 4 semaines dans le fin fond de Calcutta, ou au Brésil, dans une favela, ou etc. Si vous voulez vous m'accompagner, par contre, faut être prêt. À l'époque, un des tests que je faisais, c'était je faisais une marche de 100 km sans s'arrêter. Et bon, vu de maintenant, les gens me regardent toujours un petit peu bizarre, mais c'était assez extraordinaire parce qu'en fait, vous savez, ce que j'ai retenu, c'est que quand vous mettez les personnes en situation d'exigence et de confiance, et puis évidemment qu'après d'ailleurs vous êtes attentif quand même aux spécificités, aux particularités de certains, parce qu'on en avait 2-3 par exemple qui pouvaient avoir un handicap, ou etc. Bon, bah eux, ils faisaient la voiture logistique, mais ils avaient un rôle dans l'équipe. Mais en fait, amener les gens à se dépasser, c'est ce qui permet en fait de les remettre debout. Et de temps en temps, on a quand même tendance à vouloir être dans une sorte de pseudo-compassion vis-à-vis des gens, là où en fait ce qu'ils attendent, c'est de l'exigence et du respect réciproque, tout simplement. Donc on faisait des chantiers humanitaires, on en a fait plein, et maintenant j'ai plein de jeunes ou de moins jeunes, mais qui ont fait d'ailleurs, on en parlait il y a pas très longtemps avec quelques anciens qui maintenant sont chefs de service dans des départements, qui
sont avocats réputés pénalistes, enfin voilà, il y a des beaux parcours de vie qui ont pu se faire. Et puis voilà. Puis après derrière, j'ai continué de développer l'activité, atelier de réemploi de matériel sportif, et puis ensuite ARES, très vite. ARES, Association pour la réinsertion économique et sociale. Un principe simple, moi je suis un entrepreneur, je crois en l'entreprise, mais en l'entreprise dont le but est social. Et donc pas dont le but est de faire du profit. Heu, Comment dire? Le profit n'est qu'une condition, pour que l'entreprise puisse vivre, puisse payer des salaires, investir, aller de l'avant, mais ça va toujours être, au service d'une mission sociale. J'ai créé une bonne quinzaine d'entreprises, dans le numérique, dans la supply chain, dans l'économie circulaire, j'ai même monté un cabinet de conseil en stratégie. Mais à chaque fois, la mission, c'est de recruter des gens en qui plus personne ne croyait, de faire en sorte qu'à la fin, ils puissent quitter l'entreprise, en ayant retrouvé une assise personnelle, une solidité, une capacité à se projeter de façon autonome dans l'avenir. Tu fais ça combien de temps, ce projet, post-école? Ah bah, je fais ça, de 99 à 2003, je lance Sport sans frontières, Ouais. qui ensuite après d'ailleurs devient Play International, qui est maintenant conduit par le groupe SOS. Moi je crée après Atelier sans frontières en 2003 jusqu'à 2006. Le truc se développe, on fait 70 salariés sur Bonneuil-sur-Marne. Il y a même des petites choses qui se montent à Bucarest, ça existe toujours, ça s'appelle Attelere Fara Frontele. Et puis ensuite, je suis appelé par ARES, qui est une petite association à l'époque qui fait de l'insertion professionnelle. Je les rejoins, il y a 80 salariés, et puis là, enfin voilà, on transforme complètement, et on développe, ce que je vous ai dit, sur plein d'activités. On innove énormément, on monte la première entreprise d'insertion en prison, on monte la première entreprise adaptée tremplin qui, du coup, a inspiré la réforme ensuite, là-dessus. L'idée, c'était vraiment, de se dire où est-ce qu'il y a des problèmes dans la société et comment on va, bousculer et répondre à ces problèmes avec une approche économique pour que ce soit, plus percutant et plus durable. Voilà. J'ai passé la main, en 2020. J'ai commencé à m'engager dans, on va dire, dans les politiques publiques parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand vous êtes sur le terrain, bon, au moins, vous savez qu'à la fin de la journée, vous avez vraiment réglé les problèmes de certaines personnes. Et vous voyez bien de temps en temps aussi que vous êtes un peu une cotère sur une jambe de bois parce que le système, il fonctionne pas. Du coup, bah, vous subissez un peu le système, quoi. Donc il y avait une forme de frustration montante de ma part. Je commence à m'investir avec Martin Hirsch au moment du Grenelle de l'insertion en 2008. Ensuite, après, d'ailleurs, sur sa politique jeunesse en 2009. Je m'investis aussi beaucoup sur la loi pénitentiaire en 2009 pour qu'il y ait vraiment un volet insertion qui a permis, et maintenant ça y est, on l'a mis en place, vraiment d'avoir des structures d'insertion un peu partout dans toutes les prisons. Donc ça va, mais vraiment moi la politique c'était pas trop mon truc, Ouais. sinon pour faire bouger les lignes, là-dessus. Voilà. Après arrive 2016-2017. Bon, je suis du Pas-de-Calais. Je suis un peu connecté à quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron. Je suis assez séduit par le projet, ni droite ni gauche, mais une approche pragmatique, équilibrée là-dessus. Et voilà, donc je m'implique dedans, mais en restant toujours entrepreneur social. Je suis toujours patron d'ARES, je continue de monter. J'ai monté Tenzing, un cabinet de conseil en stratégie. On lance French Impact, qui est un espace d'accompagnement et de changement d'échelle de l'innovation sociale. Enfin, voilà. Et en même temps, je m'implique là-dedans. Je commence à discuter avec Muriel Pénicaud, qui était la première ministre du Travail, qui était très sensible à ces sujets-là. Donc, elle me confie le Conseil national pour l'inclusion dans l'emploi. Et là, je porte les politiques pour développer l'insertion par l'activité économique. Après, d'ailleurs, je propose toutes les politiques pour accompagner l'évolution du handicap et notamment des entreprises en situation de handicap, toujours dans cette vision d'une société inclusive. Le président me demande après d'ailleurs de reprendre Les entreprises s'engagent pour essayer de créer un vrai mouvement où les entreprises de France, petites et grandes, s'engagent dans des causes qui les dépassent quand c'est seul, et d'une certaine manière d'avoir une meilleure coopération entre les services publics, l'État
et l'entreprise pour faire face finalement aux enjeux sociaux, la lutte contre les discriminations, l'insertion des jeunes, des personnes âgées, du handicap, de façon plus efficace et pragmatique. Bon, on était 300 entreprises quand ils me refilent le réseau. On est maintenant plus de 100 000 et avec déjà un certain nombre de beaux résultats à notre actif. Voilà, donc de fil en aiguille, je suis de plus en plus embarqué. Je passe la main en 2020 au moment du conseil des ministres du Covid et où, là, le président de la République décide de me nommer haut commissaire à l'emploi et à l'inclusion. Voilà et là donc là, je bascule un petit peu plus du côté, on va dire gouvernemental, et j'accompagne, plein de politiques, plein de projets, sur le développement des achats inclusifs, sur l'accompagnement à la relocalisation, des activités et notamment, quand elle peut permettre de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi ou des personnes en situation de handicap, et il y a Elisabeth Borne au sortir du Covid, qui prend le ministère du Travail. Et là, du coup, on en discute. Je dis: «Beh, à chaque fois, quand il y a une crise, c'est toujours les précaires et les jeunes qui prennent cher, alors qu'ils ont rien demandé. Donc il faut qu'on se mobilise dessus». Elisabeth Borne est à fond et donc du coup, on monte Un jeune, une solution. Ouais. On fait baisser quand même le chômage de 25 à 17 en 18 mois, ce qui avait été jamais vu et je crois que la clé, c'est, d'arrêter de penser que c'est, des politiques publiques et des gens dans des ministères qui ont la solution, mais qu'en fait, c'est quand on crée un mouvement où chacun, voit qu'il peut apporter, sa pierre, que du coup, on a des effets durables et substantiels et concrètement, là, c'était cette coalition des entreprises qui s'engagent pour l'apprentissage, pour l'immersion, pour recruter des jeunes un petit peu plus en difficulté. C'était toutes les associations, tout le tissu associatif, qui a proposé du mentorat, des solutions d'insertion et cetera et évidemment les pouvoirs publics qui à la fois apportent des moyens mais aussi, jouent un rôle un peu plus de facilitateur que de, normatif comme il l'est trop souvent encore aujourd'hui. Et ben là, vous avez, des dynamiques qui se mettent en place qui sont assez fabuleuses et ça marche. Tu vois, très souvent, ce qui est reproché aux politiques, c'est d'être trop loin des réalités du monde de l'entreprise, y compris de l'emploi. Comment tu expliques le fait d'arriver à passer de 25 à 17% et surtout d'arriver à engager les entreprises? C'était pas que des incentives financiers. Il y a eu autre chose. C'était quoi la sauce, la recette secrète? Pour embarquer les entreprises, d'abord, il faut savoir parler, pour embarquer quelqu'un, il faut savoir parler son langage. Et donc, c'est vrai que le langage, de l'administration est assez incompréhensible pour, l'entrepreneur et réciproquement, hein, pour l'entrepreneur, c'est pas forcément, sa façon de Mmh. chacun a son jargon quand même d'une certaine manière, donc il faut se comprendre. Bon là, maintenant, moi, je suis bilingue et donc ça aide en fait à finalement, aligner un petit peu les points de vue parce qu'à la fin, ce qu'on a envie, c'est que ça marche mieux, qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait, moins d'inégalités, que la société tourne de façon plus efficace et d'ailleurs, le social, c'est toujours le meilleur ingrédient, pour la performance économique et c'est là où d'ailleurs, les dirigeants doivent, encore évoluer dans leur mindset quand même. Moi, je l'ai vu, y compris dans les formations dans les grandes écoles, HEC et compagnie, dans lesquelles j'ai pu être. On a quand même été un peu formaté sur une approche un peu caricaturale, beaucoup trop centrée sur le TRI, sur la dernière ligne du compte de résultat. Alors qu'en fait, quand on porte un projet entrepreneurial, quand on dirige une entreprise, quand on crée une entreprise, on voit bien que la dimension humaine, c'est quand même, une des clés essentielles. Sauf après dans certaines industries où évidemment la technologie, va prendre le pas. Mmh. Mais, évidemment que la technologie et tous ces ingrédients-là sont clés, mais c'est quand même souvent le facteur humain, qui est déterminant. Le facteur humain, c'est le social et donc, le social, c'est pas le truc qu'on fait une fois qu'on a fait des choses sérieuses en économie, c'est ce sur quoi il faut investir si on a envie d'avoir une performance durable économique. Donc tu es non seulement bilingue, mais tu es aussi traducteur maintenant. Ouais, je sais pas, ouais. J'étais très, très mauvais en langue étrangère. Tu as pris le poste à France Travail quand? J'ai pris le poste, le 28 décembre 2023. D'accord. Bah, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est un poste, en fait, en discutant avec, diverses personnes qui comptent pour moi, bah, finalement, en fait, d'être à la tête d'un opérateur, enfin, France Travail, c'est une entreprise publique, c'est une entreprise à but social, c'est une entreprise qui a adressé énormément
de défis de transformation. Et donc, moi, je suis plutôt je m'éclate beaucoup plus quand je suis aux manettes d'une entreprise. C'est plutôt là où, en fait, je me sens bien, plus que dans la co-construction de politique, où c'est très intéressant, mais on voit bien les limites après et la tragédie de l'exécution qui suit souvent la mise en œuvre d'une bonne politique. Donc, je préfère faire, d'autant plus qu'on a des dirigeants politiques et puis des ministres que on critique souvent facilement, mais dont je constate moi jusqu'à maintenant que j'ai eu souvent affaire à des bons interlocuteurs très solides. Et du coup, il y a une vraie complémentarité entre une gouvernance et une tutelle qui a la responsabilité de donner le cap et les orientations, puisqu'elle a été élue, et des gens comme moi qui vont être capables ensuite d'interpréter tout ça, puis de le mettre en œuvre de façon concrète avec une équipe extraordinaire de 55 000 personnes un peu partout en France. C'était ça ma question. Tu as quelques chiffres sur France Travail aujourd'hui, donc 55 000 collaborateurs partout en France et dans les dom-toms. Ouais. 896 agences, essentiellement des équipes qui sont sur le terrain, des conseillers pour indemniser, des conseillers pour accompagner les entreprises. On l'oublie trop souvent, mais France Travail Pro, c'est plus de 6 000 personnes qui accompagnent les TPE-PME pour mieux recruter. C'est évidemment des dizaines de milliers de conseillers accompagnement. Et puis ensuite, il faut des managers, il faut des innovateurs. On investit énormément, on oublie trop souvent, mais on est une entreprise technologique de dingue, hein. On a près de 3000 people qui bossent sur la technologie, mais on doit apporter le meilleur de la technologie. D'abord, le service public de l'emploi, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, le service public. Et donc, en fait, on doit le meilleur, en fait, à ceux qui utilisent le service public. Donc, on investit très fort sur la technologie, sur la data, sur l'IA. Et en plus de ça, plus on va améliorer les services aux utilisateurs, plus finalement, ils vont pouvoir s'en saisir facilement. Et ce sera plus efficace pour nous. Et ça sera plus satisfaisant pour eux. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est assez clé. Et puis, par rapport à toutes les agences, il y a aussi tout ce qui est l'animation du tissu local avec les ateliers que ce soit pour le CV, que ce soit autre. Donc, c'est ça aussi, c'est que France Travail, en fait, la transformation finalement de Pôle emploi en France Travail, c'est qu'avant, Pôle emploi, c'est un acteur parmi les autres. Maintenant, France Travail, en fait, il faut le voir comme un acteur plateforme qui est là pour faire en sorte que la société, dans ses enjeux orientation, insertion, formation, emploi, accompagnement au développement économique, dans la dimension RH, soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus performante. Et pour ça, on ne dit pas qu'il faut un seul acteur. Il faut une diversité d'acteurs parce que localement, dans certains territoires, il y en a qui maîtriseront toujours bien mieux les choses. Il faut aussi une expertise particulière sur la santé, sur le logement, sur la formation, sur l'orientation. Mais c'est comment on agrège en fait tout ça pour qu'on cesse d'infliger la complexité de tout ce système aux personnes qu'on est censé servir. Et donc c'est là où en fait France Travail intervient. Parce que tout le monde est à France Travail. 2, on apprend à les connaître dans une vue à 360 degrés. Et ensuite, on peut du coup leur proposer, en fonction de leurs besoins, finalement le meilleur bouquet de services au bon moment, au bon endroit. Le moins ils perdent de temps, le mieux c'est pour eux. Et ça tombe bien, parce que c'est mieux aussi pour la société, parce que le temps, là pour le coup, c'est de l'argent, puisque c'est des temps d'indemnisation pour les chercheurs d'emploi. Il y a une intégration ou il y a un rapprochement plutôt entre France Travail et Service France Service ? Alors c'est pas un rapprochement, c'est de la complémentarité, c'est de la synergie de bon sens. Ouais. France Service, ils sont dans 2800 espaces. Nous, on a 896 agences. Donc, on va dire que dans tous les dans tous les bassins de vie, dans tous les bassins d'emploi, vous allez trouver une, voire plusieurs agences France Travail. Mais en fait, l'enjeu, c'est d'amener le service public dans la plus grande proximité possible. Pas demander à quelqu'un de devoir faire 3 quarts d'heure de route pour faire un entretien de 15 minutes. C'est ridicule. Et donc, du coup, on a effectivement un partenariat stratégique très utile, opérationnel avec France Service. Je crois que c'est pas loin de 2700 points relais qui viennent compléter en fait notre implantation, et souvent ils sont dans des villes plus petites ou moyennes ou des grands villages. Et on pousse le bouchon maintenant là où il y a quand même des endroits où on va dire il y a encore des zones blanches. Parce que moi j'aimerais bien amener quasiment les services de base de France Travail à moins de 5 km de chaque habitant. Moins de 5 km.
Mais c'est possible. Alors pas en investissant et en dépensant des milliers et des cents, mais en faisant preuve de, heu, en fait, il y a des espaces utilisés par les citoyens à moins de 5 kilomètres de chez eux, partout. Beaucoup de petites mairies dans les, petites communes, où vous avez une secrétaire de mairie, hop, si, vous la formez un petit peu, elle va pouvoir apporter les premiers services et ça va, redonner le sentiment aux citoyens que les services publics sont là où ils habitent et qu'ils n'ont pas à faire, une route pas possible qui fait que du coup, ils renoncent parfois en plus de ça aux services. Or, les services de France Travail, c'est, le service clé si vous voulez retrouver un travail, un emploi et donc pouvoir refaire votre vie. Tu parlais d'intelligence artificielle, de parler d'innovation, de data. Si on prend l'exemple justement de la secrétaire dans la mairie, là, moi j'ai eu la chance d'aller à Vivatech comme tous les ans. Je suis allé sur le stand de France Travail, ce qui m'a impressionné et vraiment, parce que je connais bien le sujet, c'était magnifique. C'est l'agent, enfin le chat que vous avez créé, Ouais. qui est français, Ouais. souverain, Ouais. et qui répond à plus d'une dizaine d'enjeux, de problématiques que vont avoir les conseillers sur place. Donc ça veut dire que demain, la technologie, elle peut aussi être mise à disposition de quelqu'un qui est une professionnelle, un professionnel pas forcément assermenté ou qui a en Mmh. tout cas été formé. Ouais. Et donc c'est comment est-ce que France Travail fournit la technologie pour aider les professionnels à aider au plus proche les citoyens qui ont le besoin? D'abord, on a une organisation et puis des équipes, comme vous l'avez dit, qui sont, dévouées, top niveau et qui sont connectées, en fait, au terrain, hein. Enfin, d'ailleurs, on continue d'ailleurs cette transformation, profonde de France Travail pour que tout ce qu'on développe, le soit par le terrain, par les utilisateurs. Enfin voilà, là où on a encore de temps en temps, tendance à prendre des décisions dans des réunions de chefs à plumes, qui sont un petit peu loin en fait de l'usage concret, des gens. Donc, Tu détestes ça, les chefs à plumes, ça se voit. non, je déteste pas, j'en suis un de chef à plume, mais donc, ça va, je m'apprécie, mais, il en faut. Mais par contre, il faut qu'on soit là au bon endroit et pas pour prendre des décisions à la place des autres, mais de créer les conditions pour que les bonnes personnes prennent les bonnes décisions sur les bons sujets. Et donc typiquement, sur un système d'information, sur une appli, sur un outil d'intelligence artificielle, c'est celui qui va l'utiliser au quotidien qui est le mieux placé pour dire: «Est-ce que le bouton, il faut qu'on le mette là ou est-ce que ça, je comprends bien ou pas, là-dessus?» Donc, c'est ça, la règle numéro 1 de notre entreprise technologique, c'est l'utilisateur avant, l'administration ou le chef à plume. Ensuite, donc il faut des bonnes équipes qui sont motivées, ça on en a. Il faut donc des bonnes règles du jeu, hein, enfin celle du mode produit avec l'utilisateur, avant ça. Il faut avoir le sens du partenariat, c'est-à-dire on travaille pas tout seul, savoir nouer des partenariats avec des startups françaises, européennes. On a un très gros partenariat avec Mistral par exemple. On est en train de développer aussi, un projet qui peut être potentiellement très, très impactant avec LinkedIn, sur ça. On est opposé à personne. Nous, on s'associe et on s'allie à tous ceux, qui, épousent notre raison d'être. Notre raison d'être, elle est simple, c'est ensemble, rendons possible la réussite de tous. Moi ensuite, si pour un chercheur d'emploi, à un moment donné, tel partenariat, tel acteur va être mieux positionné que France Travail pour pouvoir lui apporter la solution, mais c'est formidable et on a la responsabilité de fluidifier la coopération pour que la personne puisse, saisir l'opportunité qui passe devant elle. Ce qui est vrai pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi, c'est aussi vrai pour les entreprises, hein. Elles sont des millions et des millions. Il y a près de 15 millions d'établissements dans la base. Aujourd'hui, on a alors, ce qu'il y a de super, c'est que les entreprises qui passent par chez nous sont maintenant très satisfaites, hein. Là, pour la première fois au premier trimestre, on franchit la barre des 90 de satisfaction. C'est Mais magnifique. 90 de satisfaction, ouais, ça commence à être quand même vraiment bien, mais seulement pour un quart des entreprises. Toutes les TPE et les PME, elles ne nous connaissent pas encore assez. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? Plan de prospection, on va aller en voir 400 000 cette année et on va frapper à la porte des commerçants, des artisans, des entreprises et leur dire: «Eh, France Travail est là, vous avez des besoins de recrutement, on va vous aider, vous inquiétez pas, on peut vous aider à faire votre offre, on peut la dérisquer, vous présenter un candidat pour que ou et cetera, mais comme ça, vous allez pouvoir recruter plutôt que de continuer de galérer, là-dessus». C'est des dizaines de milliers d'emplois qu'on peut créer si on a un service public de l'emploi, si France Travail a les moyens de, mener sa mission. C'est superbe.
C'est quoi la part de ton temps que tu passes sur le terrain? Je dirais, la moitié. Ce qui est énorme. C'est à peu près la moitié de mon temps, je dirais. Après c'est variable. Cette semaine, j'aurais été, enfin voilà, ouais, hier j'étais, à Rennes, j'ai fait aussi un autre, petit déplacement. La semaine prochaine, c'est toute la semaine parce que je suis en Guyane et en Martinique. Enfin voilà, ça varie un petit peu. Il faut aussi, avoir du temps avec, les équipes sur, enfin faire avancer les projets, hein. Tous les projets, on développe des projets, c'est incroyable parce qu'en fait, chacun a des besoins différents. Donc, ça peut être des projets dans des territoires, mais ça peut être, comment on accompagne mieux les gamins qui sortent de lycées professionnels, comment on lutte contre le décrochage universitaire, comment on travaille sur les licenciés pour inaptitude, comment on travaille mieux main dans la main avec le ministère de l'Intérieur pour donner des meilleures chances d'intégration et d'insertion professionnelle pour les réfugiés. C'est le handicap sur lequel on a évidemment des enjeux énormes, les jeunes, les seniors. On a lancé un plan senior qui commence à bien marcher. Et vous voyez, en fait, toute la difficulté, c'est que tout ça, c'est très complexe parce qu'en fait, il faut savoir proposer des services qui soient adaptés. Voilà, vous parlez pas à un jeune comme à quelqu'un qui a un peu d'expérience. Enfin, vous n'allez pas lui proposer les mêmes choses. Donc, il faut réussir à adapter ça, mais le tout en étant, efficace, quoi. Et c'est souvent ça d'ailleurs qu'on a pu reprocher à France Travail dans les dernières années, enfin à Pôle emploi. C'était, «Ah bah oui, ça manque de personnalisation». Ouais, c'est vrai. Parfois, ça manque de personnalisation. C'est une maison efficace, mais dans 20 des cas, c'est pas tout à fait la cible. Et bah là, avec la révolution numérique, avec la data, avec tout ce qu'on met en place, on va pouvoir faire ce sur-mesure de masse qui est essentiel et qui est attendu par tous les Français. C'est magique. C'est pour à quel horizon de temps? Bah, il y a déjà quand même un certain nombre de choses. Si vous allez dans les agences et vous parliez d'intelligence artificielle, vous nous parlez de ChatFT, je peux vous montrer des trucs encore plus impressionnants. L'outil de matching où on reçoit une offre d'emploi et on va identifier parmi les 7,5 millions de personnes inscrites, quelles sont celles qui correspondent a priori le plus et avec qui on va enclencher automatiquement une discussion par SMS, c'est assez impressionnant. L'ordinateur qu'on a mis, mais c'est vrai dans toutes les administrations et dans un certain nombre d'entreprises d'ailleurs, qu'on a mis entre le client et le conseiller. Bah, paf, on le met de côté maintenant, speech to text. On discute vraiment, on écoute, on est dans l'empathie, on est vraiment concentré sur la personne et toute la paperasse et tout l'administratif va quasiment se faire de façon automatique. Donc voilà, moi, mon obsession, c'est que les collaborateurs à France Travail soient le mieux possible, aient confiance en eux, et le sentiment qu'ils ont un vrai espace de souveraineté dans leurs décisions, en tout cas pour tous les savoir-faire et les expertises qu'ils ont, et que c'est pas tout le temps la technostructure qui leur dit comment il faut faire, et qu'ils aient la formation et la capacité à monter en compétences, parce que c'est un métier fabuleux, mais qui nécessite de connaître énormément de choses. Ouais. Et si on est en confiance, qu'on est compétent, qu'on est soutenu, qu'on sait que nous-mêmes on peut évoluer, ben, par définition, on aura une attitude, un comportement et des capacités de réponse aux gens qui frappent à la porte de France Travail qui seront bien meilleurs. Tu as des homologues européens qui viennent voir ce que vous faites ou il y a un système comme ça d'échange de bonnes pratiques? Ouais, il y a un système de bonne pratique. J'étais à Varsovie il y a 10 jours à peu près. On a partagé pas mal de choses. D'ailleurs, ils nous ont demandé, de pitcher beaucoup sur la transformation et puis sur tout ce qu'on fait en matière, d'IA, de data. Moi, je leur ai proposé, en fait, d'avoir un partenariat plutôt stratégique au niveau européen sur ces sujets-là, parce que c'est un peu absurde qu'on fasse des investissements, chacun répartis dans les pays. Donc ça a plutôt bien accroché. C'est, le directeur du service public de l'emploi grec, qui là, a pris l'animation du réseau pour les 2 prochaines années. Donc moi, je vais faire partie un petit peu de l'équipe avec l'Allemande, avec d'autres, les Hollandais, les Suédois. Et donc, bah, il vient là dans quelques jours et justement, va se faire la feuille de route des projets concrets qu'on peut faire avancer à l'échelle européenne et qui seront du coup bénéfiques évidemment pour les Français, mais qui permettront d'avoir un impact beaucoup plus puissant là-dessus. En matière de cloud, de data, d'IA, de développement numérique, c'est évident. Le réseau Les Entreprises s'engagent, bah, en fait, c'est quelque chose, vous imaginez la puissance de frappe en Europe, si on avait un réseau de millions d'entreprises prêtes à se mobiliser sur les causes qui sont clés
clés et qui sont soutenus dessus. On a lancé, dernier truc à France Travail, un partenariat avec les clubs de sport. Alors, tout le monde m'a regardé avec des yeux un peu bizarres quand j'aurais parlé de ça la première fois. Mais j'aurais dit: «Mais les clubs de sport, c'est les Monsieur Jourdain de l'insertion professionnelle. Ils savent vous repérer, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui a des qualités» et en plus de ça, ils s'affranchissent parfois un peu des CV, des stéréotypes ou et cetera. Parce que dans le sport, on est quand même beaucoup plus tous égaux quand même. Il y a moins de discrimination, sociale comme on peut le retrouver sur le marché du travail. Bah, on a 12 000 clubs partenaires déjà. On fait des job dating par le sport, on va remobiliser des, personnes par le sport et donc en fait, en plus de ça, de 2 problèmes, on fait une solution. Parce qu'on développe l'activité sportive, on consolide les clubs qui font un travail remarquable partout dans le pays, et nous, bah, finalement, ça nous coûte presque moins cher, de s'appuyer sur les clubs pour pouvoir faire les bonnes connexions avec les employeurs ou pour pouvoir remobiliser, ceux qui se sont un petit peu perdus en route parce que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas travaillé. Tu parlé plusieurs fois de sport. Mmh. Quel est ton lien personnel, à part le fait que tu es capable de marcher 100 kilomètres sans t'arrêter? Oh non, je suis pas un enfin, voilà, je suis pas un sportif, on va dire, je suis pas un sportif discipliné. Ah, j'ai jamais eu vraiment de discipline sportive. J'ai pratiqué plein de sports, mais enfin, j'aime bien le sport. Enfin, voilà, sur ça, là, on a fait un marathon parce qu'on était 150 collègues de France Travail à faire le marathon, donc j'ai couru avec eux. Voilà, donc je vais faire des trucs comme ça une fois de temps en temps, mais non, mais au-delà, en fait, le sport, j'étais tellement en connexion avec le sport, j'ai fait de l'éducation par le sport ou et cetera. À chaque fois, j'ai vu, bah, vous parlez de la marche de 100 kilomètres. C'est tellement des révélateurs, je peux vous dire que les gamins qui ont fait leur marche de 100 kilomètres, ils s'en souviennent encore aujourd'hui et que c'est quelque chose, quoi qu'ils aient fait du reste de leur vie, ou au moins ils ont appris sur eux-mêmes. Et puis, ils ont, peut-être aussi une petite fierté, bah, face aux vicissitudes de la vie, bah, c'est bien d'avoir un petit peu d'amour-propre, un petit peu de confiance en soi ou et cetera là-dessus et puis, voilà, et puis le sport, bah, c'est un révélateur de talent, une catalyse, quelque chose qui tire vers le haut, qui donne du sens et le travail, c'est la même chose. Donc du coup, ça me paraît naturel que d'avoir des liens forts entre le monde du sport et le monde du travail. Bon, tu as quand même le cardio que tu entraînes et qui te permet de faire le sport, le travail et tout ça. Mmh. C'est un moteur. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu dis à, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent qu'il y a plus de fierté en France, dans le travail? Que c'est du bullshit. Bah, vous savez, des gens qui aiment bien dire des choses négatives, il y en a beaucoup parce que c'est ce qui fait, qu'on obtient plus de likes sur les réseaux sociaux ou qu'on arrive à vendre un peu plus de papier dans les médias. Donc c'est sûr que, enfin voilà, un arbre qui tombe fait plus de bruit que, des forêts qui poussent. Heu, Maintenant, d'abord, quand on regarde, là, il y avait encore une étude, en fait, les Français, au contraire, la valeur travail, elle est beaucoup plus développée. On est, en Europe, ceux qui, sommes le plus attachés au travail, à la valeur travail. En revanche, on est les derniers à trouver du plaisir dans l'entreprise parce qu'on est probablement les pires managers d'Europe, et du monde. En tout cas, on n'est vraiment pas très bons. Avec des organisations encore très hiérarchiques, vous voyez? Enfin voilà, ça vient de Colbert, de notre révolution industrielle ou et cetera. Enfin voilà et puis, hem et puis d'une vision quand même, d'une élite qui n'a pas encore compris que son rôle, c'est pas de comprendre à la place des gens et puis de prendre des décisions pour les gens, mais de créer les conditions pour que, les gens, mettent en œuvre des solutions et les déploient et tout ça, c'est pas c'est exactement une méthodologie à France Travail. Si vous prenez le projet de France Travail, hein, 99 propositions, je vous mets au défi de trouver une solution, une proposition que j'ai faite, sur laquelle je ne me suis pas inspiré de quelque chose qui fonctionne déjà à peu près quelque part et donc je pense que notre responsabilité quand on est dirigeant, c'est plutôt d'aller regarder sur le terrain les équipes, à quoi elles sont confrontées comme problème, d'essayer de regarder quand même ce qui a été fait par les uns et par les autres parce que le bon sens, bah, il est toujours beaucoup plus développé quand c'est la personne qui est confrontée au problème, hein et donc vous regardez. En revanche, notre défi de leader derrière, c'est, de créer les conditions
pour que ce qui se fait parfois dans la douleur ou un peu contre le système puisse se déployer de façon plus industrielle, plus efficace et bénéficier au plus grand nombre. Donc ça, c'est aussi une méthode France Travail. Beaucoup des choses en fait qu'on a déployées, vous voyez la réforme du RSA. Bon, ben, au lieu de faire une grande réforme et puis on va s'occuper des 2 millions de bénéficiaires du RSA à partir du 1er janvier, tous de la même manière, ben non, on va apprendre avec 18 départements en 2023. De ce qu'on a appris, on va grandir avec 49 départements en 2024 et puis en 2025, on continue les étapes. Et j'ai évidemment la lucidité et l'humilité pour vous dire que il va bien falloir encore 2 ou 3 ans pour qu'on soit à 80 ou 90% de l'objectif. Et ça sera déjà miraculeux. Ça a été lancé en 1988 par Michel Rocard. Donc il faut savoir donner du temps au temps, ce qui n'est pas toujours simple avec le temps politique, et c'est pas un jugement, mais c'est sûr que celui qui a responsabilité politique, il sait que c'est éphémère, que ça va pas durer très longtemps et qu'il doit rendre des comptes très très vite. Mais je pense qu'on a gagné en maturité collective, citoyens compris. Si on a envie d'avoir des vraies transformations qui nous permettent de faire beaucoup mieux avec moins, c'est possible. C'est largement possible. Mais il faut donner un petit peu de temps. S'inspirer de ce qui se fait, tester, itérer. Tu peux nous décrire une journée type du poste de directeur général chez France Travail? Il y en a pas. Non, mais une journée type. Alors regardez, si c'est une journée, à Paris, bah, vous voyez là, j'ai démarré au Sénat à 8h avec celle qui est la rapporteure de ce qu'on appelle le PLF, c'est-à-dire le budget, pour discuter avec elle en fait de France Travail, son budget, ses enjeux, ses coûts, etc. Ensuite, à 9h, j'avais une réunion avec l'ensemble des directeurs d'administration centrale du ministère du Travail. Ensuite, j'avais un tête-à-tête qui était un peu écourté avec la ministre, Astrid Panosyan. Ensuite, après, je suis venu. Bon, j'ai passé quelques appels dans la voiture pour gérer un recrutement, des arrivées, un sujet, un autre. Là, on est en train de parler ensemble pour le podcast. Après, d'ailleurs, j'ai un déjeuner avec tous les stagiaires de seconde, parce qu'on accueille plein de stagiaires de seconde là, sur le site. Après, d'ailleurs, j'ai une rapide rencontre. Alors non, j'interviens d'abord pour le lancement d'un webinaire parce qu'en fait, on est en train de conduire une grosse transformation. On accompagne toutes les équipes pour ça s'appelle France Travail Pro, et donc on lance un CRM, un outil pour aller prospecter toutes les entreprises de France. Et donc là, c'est le grand kick-off. Et donc j'irai dire quelques mots avant de discuter avec la délégation mexicaine des coopérations que nous avons. Ensuite, j'ai mon conseil d'administration très important qui va durer 3 heures. Et puis ensuite, après, j'ai le comité des nominations et puis des rémunérations. Et ensuite, là, pour une fois, je rentre à Lille pour retrouver ma femme et mes enfants. Voilà. Mais la veille, j'étais à Rennes le matin pour le séminaire. Je suis revenu suffisamment tôt pour un rendez-vous avec le préfet et les équipes Île-de-France à 18h. Et puis ensuite, après, derrière, on a enchaîné aussi. Enfin voilà, donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres terrain, beaucoup de rencontres aussi après derrière d'entreprises, d'acteurs associatifs, tout l'écosystème. Et puis c'est beaucoup de réunions aussi internes quand même sur tiens, les projets, où ils en sont, de quoi ils ont besoin, comment soutenir les équipes, est-ce qu'on va au bon rythme, et conduire la transformation de France Travail pour en faire une entreprise technologique à impact social qui n'est rien à envier de personne en matière d'agilité, d'efficacité et de sens. On va passer à la partie speed questionnaire, mais avant ça, j'aimerais te dire bravo et merci. Parce que j'ai vendu moi ma boîte en 2024, je me suis inscrit à France Travail, au début je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais pas besoin en tant que tel, et je suis rentré dans le système, j'ai découvert effectivement des gens motivés, la technologie, tout ce que tu as décrit, je l'ai vécu. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable quand je comparais entre 2016, où quand je suis rentré de Chine, où là j'avais tout perdu, j'avais rien, j'étais au RSA, et 2024 où j'ai pas de difficultés, j'ai pas de problème, mais j'ai eu toujours cet accueil et je vois vraiment la transformation que tu as insufflée et les impacts que ça a. Donc merci et bravo pour ça. Super, tant mieux. Alors, le speed questionnaire, je te fais 3 propositions ou plus, et puis tu me dis celle qui te parle le plus. Thé, café, jus de fruits? Café. Beaucoup? Beaucoup. Court, long? Long.
Matin, midi ou soir? Pas le café, hein, toi, t'es plutôt du matin, du midi ou du soir? Matin, midi et soir. La nuit aussi? Un peu. Ville, campagne ou montagne? Ah bah, littoral. Marathon, biathlon, Ironman, autre? Marathon. Le problème, c'est que je sais pas nager, mais j'ai déjà fait un triathlon, mais faut que je progresse. C'était pas ton fort. Lecture, cinéma, musique? Lecture. Tu as eu beaucoup? Je lis beaucoup malheureusement par intermittence. Là, ça y est, là, je recommence à retrouver un petit peu le temps de lire, mais j'ai dû m'en passer quand même pendant quelques temps. Et tu lis quoi comme type d'ouvrage? Plein de livres, mais plutôt des bouquins. Alors j'aime bien beaucoup quand même les portraits, enfin Biographie. les biographies, plutôt sur sur l'histoire. Beaucoup aussi sur tout ce qui est développement personnel. Après derrière, ça peut être des romans psychologiques ou enfin voilà, mais ça aussi, ça j'aime bien ça. Puis après un peu de bouquins qui viennent nourrir mon quotidien, quoi, que ce soit des bouquins politiques, techniques, managériaux, etc. là-dessus, quoi. Et quelques bons romans. En plus de tous les rapports du quotidien, les emails. Ouais, mais maintenant avec notre IA, on arrive à lire les rapports de 80 pages en synthèse de 3 pages et ça nous permet de lire des vrais trucs. J'espère qu'on a chopé le clin d'œil avec la caméra. Musique classique, rock, électro? Rock. T'as un Surtout groupe? quand je le danse avec ma femme. Ouais. Vous avez un groupe en particulier? Ah, alors, plein, mais alors dans les vieux de la vieille, du début, c'est Pixies, c'est Téléphone, c'est tout ça, quoi. Noir Désir, Non, même vas-y, si après... ouais. Printemps, été, automne, hiver? été, quand même. Travail au bureau, télétravail ou coworking? Travail au bureau. Test and learn, MVP ou stratégie verrouillée à 5 ans? Test and learn et du coup MVP. Ouais, et on itère et on améliore. Mmh. Faire mieux, faire moins, faire autrement? Faire mieux. Et si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Ou de supprimer tout ce qu'on fait d'inutile dans la maison, pour concentrer les énergies sur ce qui, a de l'impact pour les gens et qui, du coup, apporte du bonheur à mes équipes. Après, il faudrait pouvoir répliquer ce pouvoir dans toutes les organisations. On passe à la dernière partie. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast ou une newsletter à suivre? Ouah, il y a plein de livres que j'aurais envie de partager, mais peut-être un qui m'a marqué, récemment, et que j'ai relu, c'est, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, de Serge Marquis. Formidable histoire avec, entre une maman, Maryse, je crois neuropédiatre, qui réussit tout, qui a toujours raison, et puis son fils Charlot, qui est atteint d'une maladie, mais qui est, comme ça, avec des questions ingénues, et en fait, ça touche autour de l'ego, et c'est une formidable histoire pour, comprendre, comment nous aider à nous libérer de l'ego pour être dans, la relation, profonde avec soi-même et puis avec les autres. Donc ça fait écho pour moi, tant dans ma vie perso que dans le projet qu'on porte pour, France Travail. J'ai une recommandation pour toi, c'est Team of Teams. Ouais, je connais du Général McChrystal. McChrystal, exactement. Ouais. Est-ce que Ouais, ça... Teams of Teams, non mais ça, si on pourrait parler de Reinventing Organizations de Frédéric Laloux,
de Liberté et compagnie, de Gates, etc. Mais là, pour le coup, c'est des bouquins qui accompagnent quelque chose dans lequel je suis absolument convaincu, c'est que là, en fait, derrière France Travail, évidemment, il y a plein de projets, il y a plein de transformations, mais la clé, c'est de redonner le pouvoir à ceux qui font. Et donc, moi, je crois beaucoup que c'est ceux qui font, qui savent. Et donc, c'est comment, en fait, on permet aux demandeurs d'emploi, aux entreprises, avec les conseillers qui les accompagnent, de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et ensuite, par subsidiarité, que les managers, de temps en temps, s'emparent du sujet parce que la seule responsabilité de décision individuelle, ça n'a pas de souci en subsidiarité. Ce qui suppose du coup une transformation assez profonde, culturelle, pour arrêter de penser que le manager, c'est celui qui sait, qui a les informations, qui a les consignes, mais c'est quelqu'un de formidable, qui en fait encourage, crée les conditions de la réussite de tous. Est-ce que tu as un ami, une connaissance, dirigeant que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Ouais, Nelson Mandela, Martin Luther King, Sœur Emmanuelle aussi, elle m'a bien marqué. Mère Teresa, que j'ai eu la chance de rencontrer à Calcutta et de passer un peu de temps avec elle, extraordinaire. Voilà, Winston Churchill, De Gaulle. Voilà. Bon, ça c'est vraiment, ça c'est des gens. Enfin, en tout cas, moi, je regarderai ton podcast si tu les invites. Et sinon, non, en fait, je trouve que ce qui aurait été pas mal, c'est d'aller chercher un dirigeant de soi-même. Et en fait, derrière les chercheurs d'emploi, il y a des gens extraordinaires de réflexion, de résilience, de capacité de rebond, qui sont en reconversion. Je pense notamment, par exemple, là en ce moment, on a un programme à tous seniors qui accompagne des plus de 50 ans à changer de métier, à se repositionner, ou des créateurs d'entreprises, hein. On a aussi la première business angel de France, hein. On a accompagné plus de 220 000 créations d'entreprises l'année dernière. Et en fait, à un podcast, de dire, tiens, voilà, tiens, l'illustration de quelqu'un qui dirige sa vie. Ça peut être un podcast France Travail. Ça peut être un podcast avec France Travail. Hein, on en rediscutera avec plaisir. Ouais. Si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure manière de s'y prendre? Sinon, si vous avez vraiment besoin d'un dirigeant, vous pouvez demander à Sébastien Kopp, par exemple, le patron de Veja, qui est en binôme avec Guilain, ou tiens, franchement, les copatrons d'Ares, vachement intéressants. Anne Rodet et Guillaume Hérisson. Et puis sinon, après, d'ailleurs, dans les patrons, moi, qui m'ont marqué, il y a Henri Decastre, exceptionnel, et Jean-Dominique Sénard, très bon, très très bon, extraordinaire aussi. Enfin, si, eux là, c'est la classe à Dallas. Bon copain de Pierre Gattaz. Ça nous donne 3 idées. Des patrons, des entrepreneurs et un podcast. Et puis faire aussi une IA qui interviewe des personnes qui ne sont plus. On sort toujours avec beaucoup de matière comme ça quand on échange avec toi? Ouais, c'est peut-être un de mes traits de caractère. Je pense que c'est d'être un connecteur de gens, de moments, d'idées. Je crois beaucoup en fait à l'hybridation, au mélange. Et oui, enfin, s'il y avait un trait de caractère, c'est que je suis dans le challenge permanent de comment on peut essayer d'améliorer les choses en mieux, en faisant les connexions et en évitant que les gens restent juste dans leur couloir de nage, avec l'impression que leur idée est le bout du monde, quoi. Voilà, c'est super d'être passionné par son idée, mais toujours garder quand même un petit peu les chakras ouverts pour voir là où on peut faire les connexions. C'est plus passionnant pour celui qui porte l'idée, et c'est plus utile pour la société généralement. Et si au passage on fait un peu le bien autour de soi? Là, l'avantage avec France Travail, c'est que notre seule et unique mission, c'est de servir l'intérêt général. Donc, vous pouvez pas vous tromper quand vous venez à France Travail. Et France Travail recrute? France Travail recrute. Ma dernière question, c'est si on souhaite te contacter, le meilleur moyen de s'y prendre? Alors, LinkedIn, même si là, depuis 3 semaines, j'ai pas nettoyé mon espace, donc c'est un peu une catastrophe. Et puis sinon, thibaut.guilhuy@francetravail.fr. Waouh. Et juste, vous écorchez pas mon prénom et mon nom, et ça arrivera. Sinon, il faudra pas vous plaindre si je vous réponds pas.
Thibaut avec un T, pas de L. Ouais. Et après, GUI, 2L, UY, @francetravail.fr, tout collé. Thibaut, 1000 merci. 3e fois, mais bravo. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir quelle va être la suite. Bon, ben merci. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.